Dans quelques jours va débuter un événement sportif que tous les Français connaissent et qui porte le nom d'un grand monsieur. Et qui, non, n'a jamais été un grand joueur de tennis, mais bien l'un des plus grands aviateurs que la France ait connu, mais pas que. Aujourd'hui, on va parler de Roland Garros. Eugène Adrien Roland Georges Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis sur la magnifique île de la Réunion, où sa famille est installée depuis plus d'un siècle. Son père est avocat et décide de s'installer avec sa famille en Cochinchine, une région au sud de l'actuel Vietnam où Roland Garros y passera une partie de son enfance. Et à l'âge de 11 ans, ses parents décident de l'envoyer en métropole seul pour qu'il poursuive sa scolarité. Il s'avère assez rapidement que Roland Garros est un bon élève et il obtient sans problème son bac de philosophie, mais le jeune homme brille dans un autre domaine, le sport. Et encore une fois, non, pas le tennis. Non, Roland Garros, ce qu'il branche, c'est le football et le cyclisme, et il va devenir champion de France dans ces deux disciplines, rien que ça. Il poursuit tout de même ses études et va réussir le concours d'entrée de la prestigieuse école HEC, dans laquelle il va rencontrer un certain Émile Le Sieur, avec qui il va se lier d'amitié. Émile Le Sieur est également un grand sportif et joueur de rugby où il occupe le poste d'ailier au sein de l'équipe du 15 de France et qui sera l'auteur du premier essai français lors de la première participation de la France au tournoi des 5 nations. Bon, Émile Le Sieur, on en reparlera tout à l'heure, revenons à Roland Garros qui est désormais tout juste diplômé d'HEC et on est en 1908. Il va être très rapidement embauché par la Société des Automobiles Grégoire où à l'âge de 21 ans, il sera à la tête de sa propre concession automobile, Roland Garros Automobile, voiturette de sport, et va se découvrir une nouvelle passion pour le sport automobile. Mais plus que ça, Roland Garros est fasciné par la mécanique, ce qui déclenchera d'ailleurs un début de relation très difficile avec son père qui souhaitait faire de son fils un avocat accompli. Mais Roland Garros est un passionné dans l'âme et en 1909, il va participer à un événement qui va changer sa vie. Avec la famille d'un de ses amis, il assiste au meeting aérien de la grande semaine d'aviation de la Champagne. Il a maintenant 22 ans et vient de trouver son nouvel objectif, acheter un avion et devenir aviateur. Sauf qu'à l'époque, les avions, ça ne court pas les rues. Il a réalisé de jolis bénéfices avec sa concession automobile, mais pas suffisamment pour se payer l'avion qu'il souhaite. Il va cependant trouver un bon compromis avec une machine créée par un autre aviateur de l'époque, Santos Dumont. Cet appareil, c'est la Demoiselle. Bon, pour remettre les choses un peu dans leur contexte, la Demoiselle, c'est un aéronef de 150 kg fait de bambou, de soie et de cordes à piano, et un appareil assez instable qui lui vaudra le doux surnom, la tueuse d'hommes. Et on pourrait rajouter qu'il n'y avait pas vraiment de formation dans ce domaine à l'époque, et comme beaucoup d'aviateurs, Roland Garros va être autodidacte et effectuer ses premiers vols sur le terrain d'Issy-les-Moulineaux. On arrive maintenant en 1910. Et c'est avec seulement 3 heures de vol au compteur que Roland Garros va participer à son premier meeting aérien sur l'aérodrome de Cholet, où il y recevra d'ailleurs sa licence de pilote de l'Aéroclub de France. Officiellement devenu aviateur, Roland Garros n'a pas perdu son esprit compétitif. Et cela tombe bien puisque les pilotes de l'époque sont les sportifs les mieux payés, et c'est une période où il était d'ailleurs inconcevable d'organiser un meeting aérien sans aviateur français. Bref, une activité dangereuse donc, mais qui rapporte. Roland Garros va donc participer à des courses aériennes que l'on appelle des raids, dans lesquels il va enchaîner les bonnes performances mais sans arriver à gagner. Et la presse le surnommera même l'éternel second. Mais Roland Garros pense également au développement de cette nouvelle industrie et veut voler plus haut. Il pilote désormais un Blériot 11, qui est le meilleur avion de l'époque, et en 1911, alors recouvert de papier journal et d'huile de ricin, il va battre le record d'altitude en atteignant 3950 mètres. Mais ce qui va réellement faire connaître Roland Garros, c'est l'année 1912 où il va participer au circuit d'Anjou. Ce jour-là, la météo est très mauvaise, à tel point qu'une bonne partie des candidats ne va pas oser décoller, mais pas Garros. Il ne sera cependant pas le seul sur la ligne de départ, mais sera l'unique pilote à terminer le parcours. Son surnom change et il devient le champion des champions. Toujours à la recherche d'un avion plus performant, c'est avec le centralien Raymond Saulnier et en s'associant au frère Morane qu'il va trouver son bonheur avec le Morane Saulnier type H. Avec cet avion, en 1912, il va participer à un raid aérien Tunis-Rome qui sera d'ailleurs la première traversée intercontinentale de l'histoire, avec une étape qui comporte un important survol maritime entre la Tunisie et la Sicile. De ce raid aérien va germer une idée un peu folle à l'époque dans la tête de Roland Garros, traverser la Méditerranée. Et c'est en septembre 1913 que Roland Garros va réellement passer à la postérité. Toujours à bord de son Morane Saulnier type H, il va décoller de Fréjus avec pour destination la ville de Tunis. Il va cependant rencontrer pas mal de problèmes moteurs, il racontera même avoir vu une pièce jaillir du capot moteur de son avion. Mais après un peu moins de 8 heures de vol, il est enfin au-dessus du continent africain et est obligé de s'opposer à Bizerte, il ne lui restait que 5 petits litres d'essence dans le réservoir. Roland Garros entre ainsi dans l'histoire en devenant le premier à traverser la Méditerranée par les airs. Un exploit dont à l'époque on ne parlera que trop peu,
L'Europe s'apprêtait à rentrer en guerre. Au début du conflit, les avions sont principalement utilisés pour de la reconnaissance et les premiers affrontements aériens se font avec des pistolets. Voyant de plus en plus de pilotes partir armés, certains généraux font installer des mitrailleuses sur des avions biplaces dans un premier temps, puis au-dessus des ailes sur ce qu'on pourrait appeler les premiers chasseurs. C'est le début des batailles aériennes. Mais il s'avère vite évident que le meilleur endroit pour y mettre une mitrailleuse, c'est sur le nez de l'avion, pour y faciliter la visée. Sauf que problème, il y a une hélice. Roland Garros et Raymond Saulnier vont imaginer un système de déflecteur, autrement dit une partie métallique sur l'hélice, où lorsqu'une balle vient frapper cette dernière, elle est déviée. Ils vont faire les premiers essais en vol en 1915, et en avril de la même année, Roland Garros part avec ce nouveau système et abat 3 avions allemands. Malheureusement, un peu plus tard dans l'année, Roland Garros est victime d'une avarie moteur et est obligé de se poser en territoire ennemi. Il sera alors capturé et restera en détention pas moins de 34 mois avant de s'évader après 3 tentatives en février 1918. De retour, l'état-major lui propose un poste dans les services techniques à l'écart des lignes de front, qu'il refusera puisqu'après tout, il est aviateur et pilote de chasse. Sauf que les avions ont bien changé depuis son incarcération et les Français volent désormais sur SPAD. Cet avion est plus maniable, va beaucoup plus vite, mais on y voit aussi moins bien. Et Roland Garros, depuis sa captivité, est physiquement affaibli et sa vue a également baissé. Et le 5 octobre 1918, Roland Garros décolle pour la dernière fois. Ses camarades raconteront l'avoir vu foncer sur des Fokker allemands et que dans le combat, ils finirent par le perdre de vue. Roland Garros meurt au combat la veille de ses 30 ans et quelques semaines seulement avant l'armistice. 10 ans plus tard, c'est l'inauguration du complexe de tennis de Paris par son président, Émile Le Sieur. Et en hommage à son ami disparu, il imposera le nom de Roland Garros. La boucle sera finalement bouclée quelques années plus tard lorsque l'aéroport de l'île de la Réunion sera également rebaptisé du nom du célèbre aviateur, tel un retour aux sources. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Roland Garros. À l'avenir, on va essayer justement d'alterner entre les LCA, les épisodes un peu plus classiques, et ce nouveau format, les Aero Stories. C'est d'ailleurs Jérôme qui fera le prochain sur je sais pas qui. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Et si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, gardez la tête dans les nuages.